C'est avec un honneur tout particulier que j'invite un homme qui fut harcelé par la fédération, oh gentiment harcelé, mais harcelé quand même. Il a une oreille attentive pour l'Horeca. Nous avons l'opportunité de lui prêter également une oreille tout attentive. Il fut ministre des Finances, rappelez-moi, je pense pas très très longtemps, de 1999 à 2011. Oui, c'est ça. Hein. Dans 6 gouvernements, sauf erreur, je pense également. Il est donc le maillot jaune, ou plutôt le maillot bleu du ministère. S'il est aujourd'hui vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, du commerce extérieur, des affaires européennes, il ne nous est pas pour autant étranger, puisque à chacun de ses déplacements, chacun de ses séjours, chacun de ses repas, il se doit d'endosser le maillot de l'Union Hospitality, Tourisme et Commerce. Je vous demande d'accueillir Monsieur le Vice-Premier ministre. Voilà, merci. Merci de votre accueil tout d'abord, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être à nouveau reçu parmi vous. Ah, pardon, je pensais que celui-ci ne fonctionnait pas. C'est un plaisir d'être à nouveau reçu parmi vous et je voudrais commencer en vous félicitant. Vous féliciter non seulement pour la naissance d'une nouvelle organisation, mais aussi pour le logo que l'on vient de voir, qui est non seulement assez ouvert, c'est une main plutôt tendue, qui prévoit un certain nombre d'étoiles qui font quand même aussi penser aux étoiles européennes, et puis qui finalement choisit la plus belle des couleurs, le bleu. Alors, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les mandataires locaux, mesdames et messieurs, chers amis, si je peux me permettre, vous dire quelques mots sur 2 ou 3 sujets différents peut-être, mais qui sont très, très reliés. Le premier, c'est évidemment l'intérêt d'une fédération et d'une association comme la vôtre. C'est vrai que pendant une douzaine d'années, j'ai eu l'occasion de débattre avec les représentants du secteur Horeca, et que ce soit à Bruxelles, en Wallonie, en Flandre, on a chaque fois tenté de trouver un certain nombre de solutions, de propositions. Je crois que les propositions ont porté à plusieurs reprises sur un certain nombre d'évolutions favorables. Alors, je sais qu'on retient toujours les plus récentes des propositions ou des décisions, mais je vais quand même vous rappeler de mauvais souvenirs. Il fut une époque où la déductibilité des frais de restaurant était moins importante qu'aujourd'hui. C'est une époque un peu avant 99. Nous avons, à l'époque, avec Guy Verhofstadt, remonté la déductibilité des frais de restaurant. De la même manière, le travail occasionnel et même le travail étudiant. Ce sont 2 activités qui n'étaient pas très simples à organiser dans beaucoup de secteurs, dont le secteur Horeca. Je ne dis pas que tout est réglé, mais nous avons quand même assoupli très fortement les possibilités de développement de ce type de présence dans le secteur, en travail occasionnel ou en travail étudiant. Et je crois qu'il y a encore des efforts à faire en la matière. Zoekwaardes was mogelijk om een verlaging van de BTW te beslissen. En ik heb altijd gezegd een verlaagd tarief tot en met 6%. Maar bon, het was voor politieke redenen onmogelijk. En u heeft gezien, veel jaar geleden, er was een vergadering in een hotel, denk ik, met alle voorzitters van de Belgische politieke partij, met een handtekening van veel voorzitters voor een verlaging van de BTW-tarief. En aan het eind er waren verkiezingen en daarna misschien voor sommigen van hun een probleem om te herinneren van zo'n aantekeningen. Dus het was alleen mogelijk om een verlaging te beslissen van 9% tot 12%, maar bon, het was toch een eerste positieve évolution. Je ne suis pas sûr que nous arriverons dans les mois à venir à faire l'étape suivante, à descendre aux 6%, mais je peux vous dire en tout cas que nous allons tout faire, malgré certaines demandes, pour maintenir ce tarif réduit. Et puis, il y a un débat qui va beaucoup occuper, je pense, votre nouvelle organisation. C'est comment trouver un équilibre entre les mesures que j'entends sans cesse évoquer de lutte contre la fraude et en parallèle des incitants en matière soit de taxation forfaitaire, et peut-être de réduction aussi des charges sociales.
Alors, juste pour vous dire, par rapport à d'autres secteurs, il faut quand même de temps en temps rappeler, je le fais parfois à de jeunes collègues qui arrivent pour s'occuper de la fraude dans le gouvernement, on peut lutter contre la fraude de deux façons. Et les deux sont très efficaces ou peuvent être très utiles. Multiplier les contrôles, bien entendu, quand on est convaincu qu'il y a des abus, mais aussi faire en sorte qu'une activité économique puisse se développer correctement sur le marché dans un contexte fiscal, social, administratif acceptable. Je suis le premier convaincu, ça, ne vous trompez pas, qu'y compris l'ORECA doit payer des charges sociales, qu'y compris l'ORECA doit payer de l'impôt, et qu'y compris, bien entendu, l'ORECA doit assurer la sécurité alimentaire des clients. Mais il y a des limites. Alors pour faire une comparaison, comme je suis resté effectivement une douzaine d'années aux finances, avant que je n'y arrive, on avait regardé combien de personnes étaient déclarées à la fois à la sécurité sociale et au ministère des Finances comme personnel de travail à domicile. À l'époque, mesdames m'excuseront, mais on disait surtout des femmes d'ouvrage ou des femmes de ménage. Il devait y en avoir 3 ou 4 pour tout le pays. Alors, ça veut dire que les maisons s'auto-nettoyaient, ou bien on avait quelques superwomen qui travaillaient dans des dizaines de milliers de maisons, ou peut-être, mais certainement pas chez vous ni dans vos familles, mais peut-être que certaines étaient payées en noir. C'est une hypothèse. Aujourd'hui, on a créé des titres-services. Il y a de dizaines de milliers d'emplois déclarés avec un statut social et où chacun est rassuré. Celui qui utilise les titres-services sait qu'il ne court aucun risque, qu'il est dans la légalité, et celui ou celle qui en bénéficie sait également qu'elle a un vrai statut. On aurait pu faire autre chose, on aurait pu engager des dizaines de milliers de contrôleurs pour aller dans chacune des maisons. Et ça, c'est un équilibre que l'on doit sans arrêt rappeler. Si une activité devient réellement supportable économiquement, tout le monde accepte, enfin, il y a quelques malades, mais tout le monde accepte de payer l'impôt, de payer des charges sociales, à condition que l'on soit dans un contexte raisonnable. Donc dans le secteur, c'est ce que nous allons continuer à faire. Je voudrais vous dire que la démarche d'avoir une nouvelle organisation comme la vôtre va permettre peut-être de renforcer ce dialogue entre le secteur et les pouvoirs publics. J'espère que nous aurons l'occasion d'encore progresser comme on l'a fait ces dernières années dans les domaines que je rappelais. Le deuxième élément sur lequel je veux revenir, c'est un élément plus local, parce que j'ai beaucoup eu l'occasion de discuter avec la Fédération ORECA Bruxelles. Et je pense qu'à Bruxelles, il y a 2 ou 3 choses dont on devrait peut-être mieux se souvenir quand on est dans le débat politique. D'abord, c'est l'image de marque de Bruxelles sur la scène internationale. J'en dirai un mot en conclusion, peut-être plus comme ministre des Affaires étrangères, mais Bruxelles est devenue une marque sur la scène mondiale. Vous vous promenez un peu partout dans le monde, par moments, des gens croient que Bruxelles, c'est un pays, parce qu'on entend sans arrêt parler de Bruxelles pour l'Union européenne, pour tous les sommets maintenant qui se tiennent à Bruxelles, par la présence de la Commission, du Parlement le plus souvent, par aussi la présence de l'OTAN et des sommets de l'OTAN. Très régulièrement, il y a cette image de Bruxelles à travers le monde. Et elle n'est pas suffisamment exploitée à Bruxelles même. Trop souvent, il y a une réaction presque négative à l'égard des institutions internationales. Et je crois qu'on doit mieux utiliser cette image. Il y a encore dès lors des besoins importants qui y sont liés. Je pense notamment à des lieux de congrès. Je suis très heureux qu'on ait pu rénover le Palais des Congrès, mais il manque de grandes salles et de grands lieux capables d'attirer des événements plus importants. Donc cette image, on doit pouvoir la développer plus fortement. La deuxième chose, c'est se rendre compte de l'attractivité de Bruxelles et de la Belgique en matière d'investissement. J'espère que cela va rester. Je cite juste un exemple. Dans toutes les brochures de la WEX en Wallonie, de Brussels Export, de Invest Vlaanderen, on retrouve comme première mesure présentée à toutes les entreprises dans le monde, dans les brochures qui sont distribuées au Brésil, en Angola, aux États-Unis, au Portugal peut-être même aussi, on se retrouve avec les intérêts notionnels. C'est la première mesure. En disant, venez chez nous, vous allez bénéficier des intérêts notionnels.